Eh bien, nous sommes avec Yvan Benedetti, figure emblématique du mouvement nationaliste français, fondateur de la structure Les Nationalistes, mais également acteur engagé dans la révolte des Gilets jaunes. Alors, Yvan, pourriez-vous nous faire un point sur la situation? Oui, donc bonjour. Nous sommes après l'acte 11 qui a été marqué par lâche agression policière à l'encontre d'un des porte-voix les plus emblématiques des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, à qui on apporte tout notre soutien et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Euh, il faut bien comprendre que le pouvoir en place n'est pas engagé dans une discussion ou dans un débat, contrairement à ce qu'il laisse entendre, avec les Français, qu'il y a une tactique en place du gouvernement pour détruire toute forme de résistance et annihiler cette révolte des Gilets jaunes. Ce plan est basé sur trois axes d'action: terroriser, diviser et communiquer. Donc terroriser, ça se fait à la base du mouvement. Le canard enchaîné d'ailleurs de cette semaine a révélé qu'il y avait une instruction secrète qui avait été transmise début janvier par le ministère de l'Intérieur à ses troupes chargées du renseignement territorial. Autour des ronds-points, les poulets ont mission de recenser systématiquement et nominativement les meneurs du mouvement des Gilets jaunes. Le service central du renseignement territorial, SCRT, qui dépend de la Direction générale de la police nationale, est chargé de ce fichage très sensible. Donc il y a eu une volonté de ficher tous les meneurs à la base, que ce soit sur les ronds-points ou ceux qui ont détérioré des radars. Ou des péages d'autoroute comme à Bandol ou à Montpellier, des péages qui ont été totalement détruits. Donc il y a une volonté de ficher pour pouvoir les poursuivre et les emprisonner. Parce que dans le silence général, vous savez qu'il y a à peu près un peu moins de 300 meneurs de gilets jaunes qui sont incarcérés aujourd'hui, dont la figure la plus emblématique qui est celle du boxeur Christophe Détinger, qui est incarcéré à Fleury-Mérogis et à qui nous pensons très fort. Donc il y a cette volonté de casser le mouvement à la base en s'en prenant à ces meneurs et à ceux qui font le mouvement. On a vu aussi les arrestations de Drouet avec les poursuites judiciaires. Il va être en procès au mois de février. Alors ce qu'ils ont tenté de faire à travers ces arrestations, c'est d'avoir un contrôle judiciaire qui lui interdit de se rendre à Paris. C'est une méthode classique, très courante, dont j'ai été victime moi-même au moment de la manif pour tous, puisque lors d'une manifestation où j'avais été interpellé de manière assez violente, eh bien, on m'avait mis sur le dos de la rébellion, totalement artificielle, rébellion aux forces de l'ordre, et puis surtout un contrôle judiciaire qui m'interdisait de me rendre à Paris et donc de participer aux manifestations qui s'organisaient à Paris. Sachant que Drouet est celui qui très intelligemment mène le combat dans la capitale et qui crée une sorte de face-à-face avec le pouvoir, eh bien ils ont tenté d'obtenir via la justice un contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre à Paris, et ce plan qui a été déjoué par son avocat, il sait très bien. Il y a encore les arrestations, puisque vous savez, dans cet acte 11, Maxime Nicole, Flyrider, a été interpellé à Bordeaux, mais on ne pouvait rien lui reprocher, donc il a été rapidement relâché. Donc il y a une volonté de casser le mouvement par ces arrestations, mais aussi en terrorisant les manifestants. Et là, c'est le but de l'utilisation de ces armes terribles que sont les grenades offensives, qui sont des outils militaires utilisés dans le milieu militaire habituellement, et puis le fameux maintenant LBD 40, le lanceur de balles de défense 40, qui sème la terreur et qui est responsable par son utilisation dans une volonté de faire peur,
Et je le vois dans les manifestations, ça marche, puisque c'est vraiment une terreur des balles de défense, une volonté de terroriser le manifestant et de casser ainsi la révolte. Alors il y a une autre forme beaucoup plus insidieuse de terreur instaurée par le pouvoir, c'est une terreur morale qui consiste à amalgamer les gilets jaunes à des racistes, des antisémites et des fascistes. C'est une méthode efficace qui est basée sur l'antiracisme, mais ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut que les Gilets jaunes comprennent, c'est que l'antifascisme est le dernier rempart de l'oligarchie. Et je vous renvoie à la dernière vidéo d'Hervé Ryssen, très très bonne vidéo, qui démonte le plan, le traquenard qui est tendu aux Gilets jaunes, qui serait alors dans l'attitude de s'excuser et c'est une arme qui est utilisée couramment par le système, l'antiracisme, l'antifascisme. Alors je tiens simplement à rectifier, j'en profite et j'ouvre une parenthèse sur le terme de fasciste, de fasciste. Fasciste est l'utilisation du mot par nos ennemis, les défenseur justement de l'oligarchie et l'extrême gauche, qui souvent sont les derniers remparts des puissances d'État. On parle d'antifascisme, parce que le fascisme, c'est l'union en seul faisceau de toutes les forces vives de la nation. Hein, on ne dit pas je vais chier du bois, on dit je vais scier du bois. Donc nos ennemis, de manière intentionnelle, utilisent de manière déformée ce vocable sous la forme de fascisme, mais il convient plutôt de parler de fascisme, plutôt, c'est la dénomination exacte. Dans cette volonté du pouvoir de terroriser moralement les gilets jaunes en les traitant de fascistes, il s'appuie sur la complicité de l'extrême gauche, qui est une complicité utile à la fois pour engager une répression féroce des forces de l'ordre, en l'occurrence des forces de l'ordre oligarchiques, en utilisant les antifas, dont j'ai été moi-même une des cibles, ou en utilisant les black blocs qui permet, en les laissant agir, alors qu'ils ont annoncé leur présence, de casser du gilet jaune. Donc la deuxième méthode du pouvoir pour casser la révolte des gilets jaunes, c'est la division. On l'a vu avec la présentation d'une liste aux européennes de la part de Madame Levavasseur. Bien évidemment, en coulisses, on sait très bien qu'il y a Bernard Tapie qui travaille pour Macron, parce que depuis le 1er décembre et le moment où Emmanuel Macron a perdu pied, eh bien, il a été épaulé par deux cadors du système, deux crapules, que sont Sarkozy, à qui revient l'idée du débat, puisqu'il avait déjà fait, lors de sa présidence, un débat sur l'identité, et cette crapule de Tapie qui a soutenu à la fois Sarkozy et ensuite Macron. Donc vous savez que les élections est une méthode habituelle du système pour diviser son opposition et toute forme de résistance. De Gaulle l'avait utilisé au moment de l'affaire algérienne en revendiquant, en ayant ce mot, on les fera voter autant de fois qu'il faudra. Donc il convient de ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Il y a une division aussi entre les Gilets jaunes purs réformateurs, derrière Jacqueline Gouraud, qui ont fondé les Gilets jaunes libres. Il convient de ne pas tomber dans ce piège aussi qui est tendu par l'idée de débattre et de discuter. Et là, c'est là où c'est la troisième forme d'action contre la révolte des Gilets jaunes, c'est de la communication.
le grand débat c'est plutôt débat résille, c'est le grand spectacle. Et je vous reporte à l'émission de Hanouna qui est révélateur vraiment de cette opération qui n'est qu'une opération de communication. Et il salisse vraiment tout ce qu'il touche quand on voit que la politique qui est la gestion au sens noble, la politique qui est la gestion de la cité et le service du bien commun est réduit à un spectacle qui favorise les annonceurs et les publicistes. Je veux parler de Balance ton poste et d'Hanouna. On voit à quoi se réduit ce grand débat, même sur le terrain politique, puisque ce grand show médiatique qui a lancé le débat dans l'heure était cousu de fil blanc, puisque celui qui était le grand organisateur de cette mascarade, c'est Sébastien Lecornu, qui a présidé le Conseil général de l'Eure pendant plusieurs années et qui a convoqué les maires qui étaient ses affidés, parce que vous savez que le président du Conseil général est un véritable potentat local et que les maires qui ont besoin de subventions pour restaurer le clocher de l'église ou pour réhabiliter un pont ou la maison de retraite, eh bien, a besoin de passer sous les fourches codines du président du Conseil général. D'ailleurs, il y avait un élément qui ne trompait pas, c'est la manière dont Sébastien Lecornu appelait les maires qui étaient là pour faire la claque de leur prénom. Donc tout cela est une véritable mascarade, c'est un grand show, d'ailleurs comme l'Eurovision, puisque hier avait lieu la prétendue sélection du candidat français à l'Eurovision, et vous avez vu que c'est encore un représentant du mouvement transgenre qui l'a emporté, soi-disant après le vote du public, alors qu'on sait que tout ça, tous les dés sont pipés, tout cela est truqué, comme la grande cagnotte en faveur des forces de l'ordre. Tout ça fait partie de l'ingénierie du système qui manipule les foules et manipule l'opinion publique. Donc voilà, nous sommes confrontés à une véritable action concertée de destruction de la révolte des Gilets jaunes à laquelle il faut répondre et à laquelle il faut réfléchir pour orienter et renforcer la lutte. Et donc, face à cette volonté du pouvoir de détruire la mobilisation des Gilets jaunes, que faudrait-il faire selon vous? Alors la première des choses, c'est indispensable, c'est rester unis. Ça, c'est impératif, et je suis heureux de voir que les figures emblématiques des Gilets jaunes, qui s'étaient un peu divisées lors des dernières semaines, eh bien, de nouveau se sont retrouvées au chevet de Jérôme Rodriguez. Donc ça, c'est une très très bonne chose, et en général, la répression unit les combattants. C'est impératif, rester unis. La deuxième, c'est de continuer à se mobiliser et de maintenir une pression populaire, une pression à travers des manifestations de rue, à travers les actes à venir, une pression sur le pouvoir. C'est très important. Il faut être et durer, parce que le mur de protection de l'oligarchie, qui est constituée essentiellement des forces de l'ordre, eh bien, est en train de se lézarder. Ça ne vous aura pas échappé que depuis le début d'année, il y a eu plus de 10 suicides au sein de cette institution. Preuve que le mal-être est très important. L'année dernière aussi, il y a eu près d'un suicide par semaine au sein des forces de l'ordre. Donc ça, c'est la preuve que le mur qui semble infranchissable est en train de se lézarder. Donc il faut maintenir la pression, en quelque sorte, être et durer, s'inscrire dans la durée. Mais au-delà de cela,
il est important de faire évoluer la lutte parce que aujourd'hui les gilets jaunes sont dans une forme d'impasse. En effet, en ayant refusé de faire de la politique, en confondant justement politique politicienne et politique au sens noble, eh bien, en s'arc-boutant sur la demande du RIC, qui est selon moi un moyen institutionnel, mais n'est pas une fin, comme l'a bien qualifié Soral lors de notre réunion du 19 dernier, c'est le RIC après la Révolution. Le RIC n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est d'imposer un ordre nouveau à ce gouvernement qui est l'héritier de 50 ans de même politique mondialiste, politique européiste, qui est le cheval de Troie du mondialisme. Donc il faut faire évoluer la lutte de la révolte à une révolution en contestant et en combattant l'état profond qui s'est installé en France toutes ces dernières années. On parle souvent d'état profond aux États-Unis, mais il existe chez nous un état profond qui a été favorisé par la réduction du mandat présidentiel sous Jacques Chirac de 7 ans à 5 ans. Et ainsi, les politiques se sont peu à peu effacés et ont été remplacés par un pouvoir tout à la fois énarchique, médiatique et oligarchique. Énarchique à travers ce corps d'État qui est un État confédéré dans l'État, qui est l'inspection des finances. La puissance médiatique que cette révolte des Gilets jaunes a contribué à démasquer, puisque l'ensemble des médias mainstream en France, que ce soit de la presse écrite, télévisuelle ou même des grands sites internet, eh bien, sont tenus dans quelques mains, des mains qui sont oligarchiques, à travers une puissance colossale qui est celle de la Banque Rothschild, puisque tous les derniers hommes politiques de la Ve République eh bien, sont sortis du sérail de la Banque Rothschild, à commencer par, bien évidemment, Emmanuel Macron, qui était un gérant associé de la Banque Rothschild. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si la Ve République, République française, RF, même initiale que Rothschild frère, à laquelle on peut la résumer. Donc il faut contester cet état profond et organiser, faire évoluer la lutte dans une forme révolutionnaire de contestation du système, parce que nous ne pourrons jamais redevenir maîtres de nos lois, et c'est l'aspect essentiel de ce combat, sans sortir de l'Union européenne, sans recouvrer notre monnaie, c'est-à-dire le franc, et une souveraineté économique et financière à travers la Banque de France. Sans cela, aucune justice sociale n'est possible. Il faut de plus rétablir les portes et les fenêtres de la Maison France, dont elle a été dépourvue avec le traité de Schengen. Donc il faut orienter la lutte dans ce sens, ce qui nous permettra d'ailleurs d'élargir la base de la révolte, la base contestataire, à non seulement ceux qui veulent vivre correctement de leur travail, mais ceux aussi qui défendent le corps intermédiaire premier dans une société sur laquelle tout ordre naturel doit se construire, c'est-à-dire la famille, puisqu'il y a quelques années, il y a eu une révolte importante à travers la Manif pour tous de défense de la famille. Il faut qu'aujourd'hui, cette révolte de défense de la famille rejoigne la révolte de défense du travail,
pour orienter le combat vers la révolution nationale, du rétablissement de la patrie contre le cosmopolitisme mondialiste. C'est pour ça que nous prenons justement une révolution nationale basée sur le travail contre la spéculation, la famille contre le LGBT et le transhumanisme, et la patrie contre le gouvernement mondial et le cosmopolitisme mondialiste. D'ailleurs, je vous fais remarquer que le gouvernement prétend débattre, mais pendant le grand débat, les grandes affaires du nouvel ordre mondial continuent, puisque ont été adoptés quasi en catimini le traité de Marrakech et le traité d'Aix-la-Chapelle. Pour conclure cet entretien, pourriez-vous nous rappeler le premier objectif de cette mobilisation et quelle serait la différence entre le fait d'orienter le mouvement comme vous l'aviez évoqué et le récupérer politiquement comme le font par exemple France Insoumise et le Rassemblement National? Oui, il n'y a aucune volonté de récupérer un mouvement, une révolte que personne ne peut embrasser dans sa totalité. Les gilets jaunes, c'est de droite, de gauche, c'est ni de droite ni de gauche, c'est au-delà de la droite, au-delà de la gauche. C'est le peuple français qui en colère, qui se réveille et qui se révolte contre des élites mondialisées. Il n'y a pas une volonté chez nous de vouloir récupérer un mouvement, mais plutôt de l'aiguillonner, de lui apporter un chemin, une voie possible pour sortir de l'impasse. Donc au lieu de se focaliser sur le RIC, il faudrait plutôt, pour pouvoir élargir la lutte, parce qu'il y a encore des éléments importants dans notre peuple qui sont spectateurs et qui ne sont pas acteurs de cette révolte des Gilets jaunes, comme par exemple les paysans, comme une grande partie de notre armée qui est patriote, comme le sont les Gilets jaunes. Eh bien, il convient de fixer comme but la démission de Macron. C'est un but auquel il faut arriver et il ne faut pas en démordre. De toute façon, le processus révolutionnaire s'accélérera si nous arrivons tous ensemble à destituer ou à faire démissionner, à le forcer à démissionner de son poste de président de leur République. C'est très très important. Très très important. Au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus rien n'est comme avant. Le vase de la colère a débordé, aucun retour en arrière n'est possible. Nous vivons un moment, je ne dirais pas historique parce que c'est galvaudé, mais très très important. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est au peuple français qui est en route pour recouvrer sa liberté. Nous sommes en guerre, il faut bien le comprendre. Regardez toutes ces blessures, ces mains arrachées, ces corps mutilés, ces arrestations, ces emprisonnements. C'est peut-être une guerre larvée, mais nous sommes en guerre, donc il convient d'être à la hauteur de l'événement et de comprendre que la révolution nationale est le seul chemin d'espérance aujourd'hui. La France est un miracle, elle ne peut pas mourir, il faut en avoir confiance. Donc continuons la lutte, rendez-vous l'acte 12. Et personnellement, je serai à Paris samedi prochain. En avant les Gilets jaunes, en avant la victoire, maître chez nous.